Honorable sénateur, je me lève fièrement dans cette chambre pendant le mois de la fierté pour parler de Est 118. J'aimerais remercier notre collègue, le sénateur Harder, d'avoir présenté ce projet de loi crucial à un moment si important dans l'histoire du Canada. Chers collègues, ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis passionné par la nécessité du Canada de réaliser son plein potentiel économique. Je suis particulièrement sensible à la nécessité d'agir avec audace et de faire face au moment présent. Des sentiments que je partage non seulement avec notre Premier ministre, mais avec les Canadiens de partout au pays. J'ai donc prévu que mon premier discours dans cette enceinte porterait sur l'économie. Mais au lieu de cela, je suis obligée de parler d'une autre question qui n'est pas seulement importante pour moi personnellement, mais pour nous tous, nos droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, notre devoir en tant que sénateur de sauvegarder ces droits pour les groupes minoritaires et tous les Canadiens. Les droits de la personne devraient être un enjeu pour notre pays, mais on a vu que ces droits se sont érodés dans le monde entier et ici aussi au Canada. Nous avons constaté que la polarisation politique accrue et la montée du vote sur une seule question ont, dans certains cas, transformé la clause dérogatoire en une arme utilisée à des fins politiques au niveau provincial. Et maintenant, on entend parler de cette approche au niveau fédéral. Bien que je reconnaisse que S-218 ne dictera pas aux gouvernements provinciaux l'utilisation de cette clause, j'interviens aujourd'hui pour soutenir l'intention du sénateur Harder afin que nous puissions, dans cette enceinte, servir de guide et d'inspiration au futur gouvernement pour une utilisation mesurée de cette clause de dérogation. Je remercie donc le sénateur Harder d'avoir fait preuve d'audace, d'avoir été provocateur et d'avoir présenté S-118 pour consacrer des garanties législatives attendues depuis longtemps et qui permettront de s'assurer que toute utilisation future de la clause dérogatoire se fera, comme nous l'espérons tous, uniquement avec des consultations approfondies, avec une justification écrite et uniquement lorsqu'un arrêt de la Cour suprême le justifie, mais jamais à titre préventif. Contribueront à protéger les minorités et les populations marginalisées. En effet, en protégeant les minorités, nous protégeons la vaste diversité qui était au cœur de notre identité canadienne et qui renforce nos liens avec la communauté internationale. Je vais prendre une approche légèrement différente des collègues qui ont déjà parlé de ce projet de loi et partager une perspective un peu plus humaine. Chers collègues, aujourd'hui, je vais tirer un seul fil qui fait partie de cette magnifique tapisserie qu'est la diversité dans notre pays. Ce faisant, j'espère expliquer pourquoi la clause de dérogation devrait être utilisée comme outil de dernier recours et même, dans ces cas, uniquement avec un niveau exceptionnel de transparence et de contrôle. Aujourd'hui, le fil conducteur que je vais évoquer est l'histoire de quelques membres de la communauté de SLGBTQIA+. Selon moi, ces récits montrent à la fois le chemin parcouru, mais aussi les défis actuels et leurs similitudes frappantes à ceux du passé. Honorable sénateur, je tiens à vous avertir que certains propos qui suivent risquent d'être difficiles à entendre et difficiles pour moi à raconter. En 1982, l'année même d'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, un jeune adolescent a dû se rendre à l'évidence qu'il était attiré par les hommes. Il se sentait honteux alors qu'il luttait en vain pour nier ses sentiments. La haine de soi et les pensées d'automutilation faisaient partie de sa vie quotidienne. Il vivait dans la crainte que cette information ne soit divulguée et n'entraîne des moqueries, des brimades et même de la violence. Compte tenu des contraintes subies par ce jeune, il est triste de penser qu'il était plus en sécurité à l'époque que certains enfants ne le sont aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. À l'époque, aucune province ne proposait de loi obligeant les enseignants à révéler son identité à ses parents ou à toute personne qu'ils ne voulaient pas connaître. Alors, il a gardé ce secret bien caché pendant toute sa scolarité, jusqu'au moment où il s'est senti à l'aise pour partager cette partie de son identité avec sa famille et ses amis. 10 ans plus tard, ce même jeune homme était devenu confiant. Libéré depuis longtemps de la terreur d'être découvert, il en était venu à accepter sa différence et à occuper une position de leadership dans sa communauté.
et il défendait notamment les droits des personnes allosexuelles. Il croyait que le monde était en train de changer pour le mieux. Mais un soir de décembre 1996, cette confiance a été fortement ébranlée. Alors qu'il rentrait d'une soirée avec des amis, une voiture s'est arrêtée en hurlant et 3 adolescents en sont sortis. L'un d'entre eux lui a dit « Tu vas mourir, PD », alors que l'un des enfants a fracturé le visage du jeune homme à l'aide d'un démonte-pneu. La chirurgie reconstructive qui a suivi a été la partie la plus facile. Ce qui a été difficile, c'était la confiance nécessaire pour marcher dans la rue en tenant la main de notre homme. La police a refusé de qualifier cet incident de crime de haine, préférant le considérer comme un incident de circulation. Heureusement, je doute que cela ne serait toléré aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, mais ce jeune homme se trouve aujourd'hui devant vous au Sénat du Canada. As I look back and I reflect, Lorsque je réfléchis à ces périodes de ma vie, je me demande souvent où j'en serais aujourd'hui si les choses avaient été différentes, si j'avais fait mon coming out au secondaire ou si j'avais été victime de brimades, voire d'agressions. Et les jeunes aujourd'hui sont à risque de perdre ces droits. Nous constatons sans cesse que l'intolérance qui a conduit à mon agression est bien vivante et qu'elle se développe à nouveau dans notre pays, alimentée par la politique de division qui met en danger les communautés minoritaires. Chers collègues, passons maintenant à 20 ans après la proclamation de la Charte. En 2002, dans une petite ville du sud du Manitoba, un jeune adolescent s'est fait enrouler dans du ruban adhésif et a été martelé contre le mur, tandis que ses bourreaux scandaient des insultes homophobes que je ne répéterai pas dans cette chambre. Pendant ce temps, l'enseignant s'est tenu à l'écart et a fait semblant de ne rien voir. Quand ce garçon est retourné à l'école le premier jour de sa 9e année d'école, il a été accueilli par des camarades de classe qui lui lançaient des ordures et qui le raillaient avec des insultes homophobes. Quel environnement terrible pour un jeune qui essaie d'apprendre et de s'épanouir. On espère que ce sont des reliques, des sentiments d'un passé que nous avons dépassé en tant que société. Mais il n'y a que 2 ans, certains parents de cette même communauté manitobaine ont tenté de faire interdire à la bibliothèque publique les livres faisant référence à des thèmes de LGBTQIA+. Je ne peux qu'imaginer ce que peut ressentir un jeune qui s'identifie comme allosexuel dans un tel environnement. Il y a aussi 2 ans, en Colombie-Britannique, un enfant non-binaire sanglotait en regardant les nouvelles avec son père. La Saskatchewan invoquait la clause de dérogation pour bloquer les contestations juridiques d'une loi obligeant les enseignants à divulguer les pronoms choisis par les élèves. La clause a été utilisée à titre préventif, bien qu'un juge ait averti que la loi pourrait causer des dommages irréparables aux enfants vulnérables. L'adolescent qui regardait la scène depuis une autre province a vu clairement ce qui pourrait arriver ensuite. Honorable sénateur, je préparais mes propos et j'ai eu l'occasion de parler avec la mère d'une jeune fille transgenre. Pour protéger la famille, je dirais simplement qu'ils vivent quelque part au Canada. Voici ce qu'elle a dit. Nous n'avons pas demandé à avoir un enfant transgenre. Personne n'espère une vie plus difficile pour son enfant. La vie des enfants transgenres fait l'objet de débats dans les assemblées législatives du monde entier. Les gouvernements décident sur un coup de tête si notre enfant est autorisé ou non à exister. Certains chefs de parti et candidats à des fonctions publiques sont prêts à sacrifier les enfants transgenres dans une vaine tentative de gagner des voix auprès de leurs électeurs. Notre enfant est comme tous les autres. Elle veut jouer, apprendre et grandir. Nous n'avons pas demandé à avoir un enfant transgenre, mais nos vies sont plus brillantes, plus riches et plus épanouies grâce à elle. Elle est exactement qui elle est censée être. Cette famille que je connais personnellement vit dans la crainte qu'un futur gouvernement n'invoque la clause de dérogation pour cibler la communauté transgenre à des fins politiques. Pouvez-vous imaginer vivre dans la crainte de la démocratie au Canada? Honorable sénateur, bien que ces récits soient bouleversants et pénibles à entendre, ils ne représentent qu'une infime partie de ce qui se passe actuellement au Canada et ce ne sont le fruit que de mon expérience directe et celle de mes proches. Ces récits nous rappellent les conséquences humaines de la discrimination. Malheureusement, dans de nombreux cas, ce sont les jeunes qui subissent ces conséquences.
Bien que les gouvernements provinciaux de tous bords aient utilisé la clause dérogatoire depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, comme l'a fait remarquer le sénateur Harder, plus récemment, les gouvernements populistes l'ont défendu pour des groupes très spécifiques et ciblés. C'est un fait incontestable. Compte tenu de la diversité dans cette Chambre, je sais, en regardant autour de moi, que beaucoup d'entre vous ont connu des histoires similaires de discrimination dans vos propres vies. Peut-être que c'était de la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine culturelle, mais je sais que vous êtes nombreux à les avoir vécues. Je vous encourage tous à partager ces expériences et celles de vos proches, peut-être même à les inclure dans vos propres commentaires sur ce projet de loi. C'est à partir de cette compréhension, d'empathie que nous pourrons tous grandir collectivement pour faire mieux et être mieux. Bien que la mise en œuvre d'un cadre régissant l'utilisation de la clause dérogatoire dans un contexte fédéral n'aura pas d'incidence directe sur les décisions des provinces qui ont choisi une autre voie. Il représente une occasion pour le Canada et pour nous, ici présents, de montrer l'exemple. Au fil du temps, cet exemple pourrait être suivi par une province, puis par deux, puis par d'autres encore. We need only to look south of the border. Il suffit de regarder vers le sud pour se rappeler comment la démocratie peut être militarisée. De nombreuses personnes sont expulsées aux États-Unis simplement parce qu'elles ont essayé d'offrir une meilleure vie à eux-mêmes et à leurs enfants. Nous ne devons pas prétendre que le Canada est à l'abri. Nous voyons les premiers signes du populisme menaçant les droits des minorités ici aussi. Le projet de loi dont nous sommes saisis est d'une importance capitale. J'encourage chacun d'entre vous à appuyer ce projet de loi et de veiller à son adoption rapide par cette Chambre. In doing so, we will be sending the strong. Ce faisant, nous enverrons le message le plus fort possible que cette Chambre soutient la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que les valeurs et les convictions dont ce pays est devenu synonyme, tant nationalement qu'à l'étranger. Et peut-être qu'un jour, cette jeune fille transgenre sera sénatrice et son premier discours portera sur l'économie. Merci.